Très bon jeudi. Eh bien, pour certains d'entre nous, c'est un bon jeudi. Hier, j'étais un peu jubilatoire, je ne vais pas mentir. Aujourd'hui, j'aimerais être plus sensible à ceux qui sont encore sous le choc des résultats des élections, comme ces jeunes, les gens sur TikTok. Écoute, comment en sommes-nous arrivés là? Comment en sommes-nous arrivés ici? Que se passe-t-il dans les cauchemars d'Alicia Wonderland en ce moment? Tout ce que je peux dire, c'est... Comment oserez-vous, si vous avez voté pour cet homme, si vous avez voté pour quelqu'un d'autre que Kamala, et tu vis dans l'un des États où c'était, tu sais, proche, ou si tu n'as pas... J'ai choisi la famille, j'ai choisi les femmes, j'ai choisi l'Amérique. Je t'aime. Comment est-ce que ça arrive encore? Tout ce que j'ai jamais connu politiquement, c'est la haine. J'en ai fini, j'en ai fini. J'en ai fini avec toi, j'en ai fini avec toi, ta mère et ta sœur. J'en ai juste fini avec toute... Je suis désolé pour tous mes amis qui soutiennent Trump, mais vous ne comprenez pas comment j'ai peur de cet homme. Ce n'est pas joli là-bas, mes amis, ce n'est pas joli. Mais nous sommes là pour eux aussi. Il y a une guerre civile démocratique qui semble se préparer. Ils sont à couteau tiré en ce moment avec le jeu de blâme de Kamala. Je me demande si elle a perdu à cause du racisme, du sexisme, de la misogynie, ou est-ce parce que nous sommes nuls et que tout le monde nous déteste. Nous allons vous montrer ce qu'ils ont trouvé jusqu'à présent, en particulier le sénateur Bernie Sanders. Il a une vision intéressante de tout. Ils ont juste ne peut pas arrêter de déployer les enfants pour nous faire culpabiliser à propos d'avoir réélu Donald Trump. Ils sont comme, ok, les enfants ici sont tristes, cette fois ils déploient les enfants de clandestins. Vous n'allez pas croire ce clip qui sort de MSNBC. En fait, vous le croirez probablement. Et enfin, vous avez peut-être entendu dire que le président Biden s'est adressé à la nation, mais vous en souciez-vous? Voulez-vous que je le couvre? Parce que si vous le voulez, je le ferai. Mais je suis gentil, j'ai l'impression que je préfère te montrer des TikTok drôles. Je suis un peu hésitante à couvrir tout ce que nous verrons. Bienvenue à Candace. Je suis sensible aujourd'hui, je suis très compatissante aujourd'hui, je comprends pourquoi ces jeunes pleurent, parce que regardez, la plateforme démocrate, il s'agissait vraiment de tirer sur la corde sensible, c'est tous les sentiments sur les faits, les sentiments sur la sécurité, les sentiments sur la réalité. Bien sûr, vous devriez être d'accord avec l'inflation, parce que vous pensez à quel point Céline va être triste si vous ne lui envoyez pas votre dur « j'ai gagné de l'argent ». L'enfant dit qu'elle est une sirène non binaire. Bien sûr, nous devrions simplement l'ajouter comme un autre sexe, sinon ses sentiments seraient blessés. Et l'une des récentes poussées les plus folles a été que nous devrions nous sentir mal pour les personnes qui enfreignent la loi. Nous devrions comprendre pourquoi ils doivent enfreindre la loi, d'accord? Parce que pour que Trump gagne, et plutôt que de vouloir apprendre quoi que ce soit des résultats, ils se remettent au travail en essayant de rendre les gens tristes pour les gens qui vont être victimes de la loi, afin de, ouais, oh non, tu comprends, il est président, maintenant il va ramener la loi et l'ordre, et penser à toutes les victimes de ça. Ils ont fait un segment, je ne plaisante pas, sur MSNBC où ils ont parlé aux enfants de clandestins qui me ressemblent tous d'ailleurs. Je voulais avoir leur point de vue sur la promesse de Trump d'expulser des millions de clandestins qui peuvent ou non inclure leurs parents maintenant. Si vous écoutez cela en audio, sachez seulement que ces enfants de clandestins ne parlent pas vraiment anglais. Devoir interpréter pour vous les gars en cours de route, alors écoutons une fois que vous êtes hydraté. Vous devez vous connecter au fait qu'une caractéristique déterminante de Trump 2.0 est la promesse de décimer les communautés américaines en ciblant les immigrants pour des expulsions massives. Maintenant, cela pourrait équivaloir à l'expulsion de millions de personnes, des millions de personnes qui sont déjà des membres actifs de la société et qui vivent ici avec leur famille. Le soir des élections, Paula Ramos de MSNBC ont rejoint des familles à statut mixte à Phoenix, en Arizona, pour surveiller les résultats et écouter leurs craintes et leurs préoccupations. Voilà ce que certains d'entre eux ont dû dire. Algo muy espantoso y me da mucha ansiedad. Pensar en lo que esto significará por la comunidad inmigrante, siendo hija de
papás inmigrantes y indocumentadas también me da mucha ansiedad. D'accord, donc c'était Regina, et elle dit simplement qu'elle ressent beaucoup d'anxiété à l'approche des élections parce qu'elle est la fille de 2 migrants sans papier, et donc elle a juste beaucoup d'anxiété. Voici la personne suivante. Creo que solo me da mucho miedo, como no solo por mi familia, pero todas las familias como en mi comunidad. C'est donc Fidel, et de la même manière, il fait écho au sentiment qu'il ne sait pas vraiment quoi ressentir, mais il a juste peur pour tous les membres de la communauté des immigrants et pour toute sa famille et ses amis. Et voici ce que Joy Reid retiendrait de cette anxiété et de cette peur après avoir entendu dire qu'il faut dire que Donald Trump a fait des gains majeurs auprès des électeurs latinos, en particulier des électeurs latinos masculins, hier soir. Donc elle ne comprend pas comment les latinos ont pu voter pour lui, vu que ces gens sont si anxieux et craintifs, et c'est peut-être parce que ces électeurs latinos sont des citoyens qui obéissent à la loi. Je suppose juste qu'il y a beaucoup de choses que j'aime dire en réponse à ce clip particulier. Avant tout, c'est à la limite du comique qu'aucun des enfants ne parle anglais parce que cela nous dit juste une des deux choses. Soit ils sont tout nouveaux ici, ils ne devraient donc avoir aucun problème à rentrer chez eux, soit ils n'ont fait aucun effort pour s'acclimater à notre pays. Il y a quelque chose à ce sujet qui me semble tellement arrogant, comme si tu vas venir dans ce pays et tu vas nous expliquer que tes parents l'ont fait illégalement. Pourquoi ne fais-tu pas de ton mieux? Essaye de t'acclimater à notre société et d'apprendre notre langue. C'est juste avoir l'impression que c'est tout simplement mal qu'ils ne le fassent pas, s'engager de cette façon. Et l'autre chose à noter ici, et c'est vraiment important, je veux que vous penchiez dessus, c'est très important que leurs parents aient enfreint la loi, d'accord? Donc, c'est ce qui arrive partout dans le monde. Lorsque vos parents enfreignent la loi, c'est en fait assez audacieux d'être prêt à apparaître devant la caméra et à demander de la sympathie après que vos parents ont enfreint la loi. Comme vous pouvez penser à tout autre scénario si j'étais comme « Salut, oui, je regarde parce que cette personne est autorisée à être élue shérif et mon papa est entré par effraction dans la maison du voisin et il prend juste des trucs gratuits. Mais si ce shérif est élu dans cette ville, il va emmener mon père là-bas, ça va séparer notre famille. Mon père va partir pour avoir enfreint la loi et ça va séparer notre famille. Oui, c'est ainsi que cela fonctionne lorsque vous enfreignez la loi. Vous risquez d'être séparé de votre famille suite à une infraction à la loi. Et d'ailleurs, il existe en fait une solution à toute cette anxiété et toute cette tristesse dans ce scénario donné. En fait, pas du tout obligé de subir une séparation avec vos parents. En fait, l'ancien chef d'IC est un homme nommé Tom Homan. Vous avez peut-être entendu parler de lui. C'était lors de la première administration de Trump, les 4 premières années. Et il a participé à 60 minutes et a répondu à de nombreuses questions sur les coûts associés à l'expulsion ainsi que sur la manière dont les familles confrontées à l'expulsion pourraient rester ensemble. Écoutez ce qu'il avait à dire. Nous avons vu une estimation selon laquelle il en coûterait 88 milliards de dollars pour expulser 1 million de personnes par an. Je ne sais pas si c'est exact ou non. C'est à quoi les contribuables américains devraient s'attendre. Quel prix accordez-vous à la sécurité nationale? Est-ce que cela en vaut la peine? Existe-t-il un moyen de procéder à des expulsions massives sans séparer les familles? Bien sûr. Les familles peuvent être expulsées ensemble. C'est juste la réalité. Les circonstances sont que tout le monde peut rentrer chez lui. Si c'est quelque chose qui est si crucial pour vous, vous pouvez rentrer avec votre père, votre mère, ces gens, vous pouvez toujours avoir la possibilité de rentrer chez eux avec eux. Il y a en fait une procédure légale pour rentrer dans ce pays. Je le connais parce que j'ai épousé un immigrant et le processus est long, il y a beaucoup de paperasse et c'est vraiment ennuyeux, mais il faut savoir à quoi cela ressemble et à quoi cela ressemble pour nous lorsque nous faisions les choses de manière légale. J'ai dû attendre des années pour que mon mari puisse recevoir un passeport, faire tout ce qu'il fallait, devoir passer par des visas de travail, tout ce que nous avons fait au cours des 5 dernières années, seulement pour voir cette femme s'asseoir et dire que oui, mes parents ne l'ont pas fait. Mais ce serait vraiment injuste si vous voulez me les renvoyer. Je ne comprends tout simplement pas pourquoi ils ne comprennent pas. Et c'est juste ce genre d'illusion constante des médias grand public qui est difficile à accepter pour la plupart des Américains. Ils font campagne essentiellement, ils ont été faire campagne et dire au public que vous devriez vraiment le faire ou que quelqu'un d'autre va être triste ou le faire ou que vous êtes raciste, faites-le, ou que vous êtes sexiste. C'est à peu près tout ce qu'ils disent. C'est le discours sur lequel ils deviennent vraiment
un sauteur des CD comme une intelligence artificielle. Je ne peux rien apprendre du tout et quand quelqu'un essaye d'introduire une pensée, une perspective différente, il retourne simplement à ses paramètres d'usine et écoute Alyssa Farah. D'accord, c'est le faux républicain, vous savez, le faux républicain obligatoire qu'ils ont sur The You et ils disent « Oh, je suis républicain, mais en fait, je suis toujours d'accord avec les gens de The You. » Ok? C'est le rôle d'Alyssa Farah et elle dit parfois des choses qui ont du sens. Elle s'est assise là et a essayé d'expliquer à Sonny Austin comment peut-être qu'il y a un autre angle ici quant à la raison pour laquelle les latinos votent pour Trump. Écoutez ceci. Pour que les gens parlent de comment a-t-il gagné le Michigan, parce que les démocrates disent « Oh, il aurait dû parler davantage de Gaza. Aucune salle syndicale n'était vide d'Urban. J'ai opté pour Donald. Il ne s'agit pas d'un micro-problème comme Gaza, ce sont les gens qui disent que le coût de la vie est trop élevé, les salaires sont trop bas, ma vie se sentait mieux sous lui et je sais ce que nous dirons, bien Goldman Sachs, l'économie ira mieux. Sous elle, l'analyste Dupont et Dewar, personne qui a dit du mal à survivre à la table. Comment vais-je payer cette facture? Se soucie de ce que disent les professeurs de Wharton à propos de l'alimentation. Juste une chose de plus que je veux dire sur cette question de l'avortement, que j'espère que je peux en dire plus. Il y a beaucoup de femmes qui se soucient de l'avortement, mais elles étaient dans des États comme la Pennsylvanie où il n'y a pas de loi ultra restrictive sur l'avortement. Elles votaient davantage parce qu'elles sont comme Bush. Les problèmes de portefeuille comptent plus que si une femme en Alabama est capable d'obtenir. Ils vont faire pire sous une administration Trump, seuls les gens vont bien, ce sont des millionnaires et les milliardaires. Et enfin, nous parlons beaucoup de ces différentes données démographiques et de ces hypothèses sur l'endroit où ils vont aller. Les latinos au Texas, à le district qui est à 97% latino, a obtenu 75 points de pourcentage pour Donald Trump. Pourquoi MIS, on est à la frontière de la crise frontalière et à leur porte, et LCPA, les gens de s'en soucier pendant des années. Nous devons tirer les leçons. N'est-ce pas? C'est tout. Il ne peut y avoir d'autre raison pour laquelle c'est de la misogynie, c'est du sexisme. C'est pour ça que les latinos le font. Et ça va s'améliorer encore parce que plus tard, ils disent juste que les latinos sont racistes. Je vous promets que ce sont les nouveaux points à retenir comme nous. Je n'ai pas réalisé que le racisme est devenu si grave, que les latinos sont extrêmement racistes. Ils sont juste des suprémacistes blancs. Nous y reviendrons en premier. Je vais vous rappeler les enfants. D'accord? D'ailleurs, c'est une guerre civile démocratique qui va forcément se produire parce que vous avez un groupe de gens et ils font semblant d'être unis derrière Kamala. Personne ne sait vraiment comment elle est arrivée là. Il y a toujours des gens dans le parti qui savent que ce qu'ils font est fou, mais ils ont peur de dire quoi que ce soit parce qu'alors ils vont se faire manger par eux-mêmes et la gauche est toujours au pas derrière leur candidat. Dieu vous interdit de dire quoi que ce soit qui s'écarte de la voie tracée devant vous. Alors ce que vous avez maintenant, c'est quoi? Et super intéressant, c'est que Bernie Sanders a publié une déclaration. Et voici ce que je veux dire. Bernie Sanders, ses politiques sont horribles, ses solutions sont fausses et il est effectivement socialiste. Mais lorsqu'il s'est présenté, il a pu s'emparer de la population de gauche comme s'il était au moins capable de diagnostiquer correctement les problèmes. Il est au moins capable de diagnostiquer les problèmes. Il ne sait tout simplement pas vraiment quoi prescrire pour se débarrasser des problèmes. De toute façon, voici ce qu'il avait à dire. Je vais vous lire ceci parce que je pensais qu'il avait vraiment fait un bon travail. Il écrit ici à ses collègues démocrates qu'il n'est pas surprenant qu'un parti démocrate qui a abandonné la classe ouvrière découvre que la classe ouvrière les a abandonnés. D'abord, c'était la classe ouvrière blanche et maintenant, ce sont aussi les travailleurs latinos et noirs. Et bien, pendant qu'un leadership démocrate défend le statu quo, le peuple américain est en colère et veut du changement et il a raison aujourd'hui, alors que les très riches s'en sortent incroyablement bien. 60% des Américains vivent d'un chèque de paye à l'autre et nous avons plus d'inégalités de revenus et de richesses que jamais auparavant. L'inflation réelle incroyable explique que les salaires hebdomadaires du travailleur américain moyen sont en fait inférieurs aujourd'hui à ce qu'ils étaient il y a 50 ans. Aujourd'hui, malgré une explosion de la technologie et de la productivité des travailleurs, de nombreux jeunes auront un niveau de vie pire que celui de leurs parents et beaucoup d'entre eux l'étaient. L'intelligence artificielle et la robotique aggraveront encore la situation. Aujourd'hui, malgré des dépenses bien plus élevées par habitant que dans d'autres pays, nous restons la seule nation riche à ne pas garantir à tous les soins de santé en tant que droit humain et nous payons de loin les médicaments sur ordonnance. Nous sommes parmi les plus grands pays. Nous ne pouvons même pas garantir un congé médical familial payé aujourd'hui. Nous continuons à dépenser des milliards pour financer le gouvernement extrémiste de Netanyahou, une guerre totale contre le peuple palestinien qui a conduit à l'horrible désastre humanitaire humain de malnutrition massive et de famine des milliers d'enfants. Les grands intérêts financiers et les consultants bien payés qui contrôlent le Parti démocrate tireront-ils de véritables leçons de cette campagne désastreuse? Comprendront-ils que la ligne... Quant à la façon dont nous pouvons affronter l'oligarchie de plus en plus puissante qui a tant de pouvoir économique et politique, probablement pas dans les semaines et les mois à venir, ceux d'entre nous préoccupés par la démocratie populaire et la justice économique ont besoin d'avoir des discussions politiques très sérieuses. Restez à l'écoute. Alors regardez
regardez, ils dénoncent les lobbyistes, ils dénoncent le fait qu'ils sont des élites qui sont complètement déconnectées de la réalité, ils n'ont aucune idée de ce qu'ils font, ils ont simplement suivi toutes ces célébrités et ne se rendent pas compte que c'est le cas. Les vrais jeunes ont beaucoup d'anxiété quant à l'avenir, ils ne savent pas comment ils vont pouvoir se permettre quoi que ce soit, et il n'y a personne de plus élitiste en ce moment que les démocrates. C'est pourquoi j'adore ce clip qui semble également très sensé. C'est Anna Kaspar, elle a fait, et là, en fait, elle est devenue de plus en plus sensée, je dirais presque qu'elle est vraiment au milieu en ce moment. Elle était d'extrême gauche quand j'ai commencé en politique, elle ne veut peut-être pas admettre qu'elle est vraiment passée maintenant à un plus sensé, à une position plus sensée, plus modérée, je dirais presque droite modérée, et pendant la soirée électorale, elle appelait à juste titre son camp pour toutes les erreurs qu'ils avaient commises. Elle ne semblait pas très choquée, elle ne s'effondrait pas exactement lorsque les résultats arrivaient ici. Anna Kasparian, des jeunes Turcs. Écoutez, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses à faire. Je vais garder ça réel, et le fait est que Kamala Harris a choisi d'essayer de convaincre les républicains mécontents, tous les trois de le faire, voter pour elle en faisant campagne avec un néoconservateur, en faisant campagne avec Liz Cheney, une politicienne profondément impopulaire qui a été exclue de son siège au Congrès parce que même le Parti républicain a changé en ce qui concerne son point de vue sur le néoconservatisme. Vous connaissez la grande dissimulation concernant la santé mentale de Biden qui a été une erreur géante de la part du Parti démocrate. Et ils en subissent les conséquences. Nous devons être réels à propos de ces gars que nous venons de faire. Et vous savez que la pensée magique ne va pas aider le Parti démocrate. Ils ne le feront pas. Gagner avec une pensée magique, ils doivent accepter les erreurs qu'ils ont commises. Et cela ne devrait pas être une élection serrée. Mais c'est le cas et cela ne s'annonce pas bien pour Kamala Harris. Donc, elle est complètement sortie de l'illusion et c'est le cas. C'est vraiment devenu maintenant un parti de la pensée magique où il ne se soucie même pas de la réalité des choses. Tout est comme si nous le souhaitons et le voulons. Nous. Alors ce sera, et clairement ce n'est pas le cas, donc c'est comme quand sommes-nous changés de stratégie, et donc c'est super intéressant de l'entendre dire que le soir des élections et de crier à juste titre. Nous n'avons pas assez parlé. Le fait que Kamala a fait équipe avec Liz Cheney, nous détestons Liz Cheney, personne n'aime Liz Cheney, c'est comme la seule chose que la gauche et la droite s'est mise d'accord pour toujours, c'est comme Dick Cheney et sa famille, c'est horrible, comme ce qu'ils ont fait, les gens qu'ils ont tués à l'étranger, vous savez, en poussant le complexe militaro-industriel. Je veux dire, c'est toutes les raisons pour lesquelles personne n'achète vraiment ça. Kamala Harris n'avait aucun pouvoir en tant que vice-président lorsque Dick Cheney dirigeait la Maison-Blanche pendant 8 ans et prenait toutes les décisions, et nous savons qu'ils sont une famille incroyablement corrompue, et Kamala était comme moi, je vais serrer les bras avec elle et demander qui vote, je veux dire, c'était tellement stupide, erreur après erreur après erreur. Mais étonnamment, et c'est ce qui devient vraiment intéressant de voir Anna s'en prendre à ces gauchistes délirants comme d'une manière que vous ne pouvez pas imaginer qu'elle aurait fait dans le passé, comme j'ai l'impression que dans le monde de BLM, vous ne pourriez jamais imaginer qu'Anna Kasparian s'en soit prise à Nicole Hannah Jones. Je vais vous montrer ce que Nicole Hannah Jones a tweeté. Elle est essentiellement en quelque sorte une garante du prix Pulitzer, mais je ne sais pas ce que, vous savez, mais c'est ce qu'elle tweet, ses tweets après les élections, c'est son diagnostic de ce qui s'est passé, comment ils ont perdu. Il était naïf de croire que si Kamala Harris évitait de discuter de sa race et de son sexe, si elle a échappé à la soi-disant politique identitaire qui annulerait la responsabilité d'être une femme noire cherchant la présidence dans un pays où le racisme et la misogynie sont ancrés dans la culture. C'est un pays qui a répondu à un électorat multiracial en envoyant le premier noir présidente à la Maison-Blanche avec une minorité des voix blanches, en élisant un homme raciste ouvertement blanc à la place de la personne qui aurait pu devenir la première femme présidente du pays. Elle se bat contre la noirceur et continue d'ailleurs à boire à chaque fois que vous entendez le mot noir. Si toi vouloir mourir, l'anti-noirceur continue d'être une force puissante dans ce pays, et l'anti-noirceur ne peut pas être simplement attribué aux Américains blancs. C'est ma partie préférée, le choc de l'augmentation significative du nombre de latinos choisissant Trump avec sa rhétorique anti-immigration, sa politique de séparation des familles et les insultes des pays latins à l'égard d'une femme noire me disent que trop de gens ne comprennent pas que l'anti-noirceur est également profondément ancré dans les cultures latino-américaines et que les intérêts de ceux qui font partie de cette très grande catégorie latino-multiraciale de multinationalité ne le sont pas et jamais ont-ils été nécessairement alignés sur ceux des Noirs simplement parce que de nombreux Américains blancs ne les considèrent pas comme blancs. C'est pourquoi, comme je l'ai soutenu dans mon essai sur l'arnaque du daltonisme, nous devons cesser de regrouper tous les noms blancs dans un seul groupe. Color Group, cette femme est vraiment là pour essayer de nous convaincre que les
latinos sont racistes. Elle est comme s'ils étaient juste racistes, comme si c'était incroyable, comme si cela allait fonctionner pour vous, comment si cela allait être maintenant l'approche ajustée, comme vous continuez d'appeler tout le monde Hitler, tout le monde est raciste et ça maintient le parti d'Hitler et le racisme ne cesse de grandir et maintenant vous êtes arrivé à comme, ouais non, les latinos ils sont racistes aussi, c'est portoricains, c'est dominicains, ils sont racistes aussi, c'est le problème, ils sont anti-noirs. Vous les portoricains anti-noirs, comment osez-vous sérieusement, c'est complètement fou. Elle est tellement folle, c'est incroyable. Eh bien, un Kasparien, en fait, lui a répondu. Elle vient de dire ça, et c'est exact. Elle a écrit ceci, délirant, ce que je pense qu'elle a dit. C'est complètement délirant ou c'est quelque chose d'illusoire? Pourquoi est-il acceptable d'être ouvertement sectaire comme ça? Et oui, Anna, c'est ce que tant de gens reconnaissent à propos du Parti démocrate. Ils crient au racisme, alors qu'en fait, ils sont les racistes, parce que je ne peux tout simplement pas comprendre comment une personne pourrait être capable de penser au-delà de sa peau. Peut-être qu'elle ne le fait pas, elle ne réalise pas que les gens ne pensent pas avec leur peau mais avec leur cerveau. Pourriez-vous imaginer que les gens pensent avec leur cerveau? Ouais, mais non, mais cette femme, pas Nicole, Anna, absolument pas. C'est juste que tout le monde devient de plus en plus raciste et nous reculons. Et avant que vous vous en rendiez compte, nous allons cligner des yeux, nous allons tous être réduits en esclavage cette fois par les portoricains, d'accord? Alors vraiment, quoi, sommes-nous aux prises avec ce à quoi ils sont confrontés de la part du Parti démocrate? Ce sont juste des gens qui ne veulent pas faire face à la réalité, des gens qui souffrent légitimement, je crois, d'un trouble délirant. Car comment pourriez-vous décrire cela autrement? Comme vous venez de le dire, les latinos sont anti-black. Ils choisissent d'être si délirants qu'ils veulent garder la façade, ils veulent maintenir la performance, même si leur tribu devient de plus en plus petite. Et qui de mieux pour nous donner un exemple de ce dont je parle, quand je dis complètement délirant, est vraiment juste parler pour t'entendre parler, alors que Jimmy Kimmel, je déteste vous le dire, les gars, mais il pleure encore. Écoutez, soyons honnêtes, c'était une nuit terrible, la nuit dernière. C'était une nuit terrible pour les femmes, pour les enfants, pour des centaines de milliers de travailleurs, les immigrants, qui font que ce pays va pour les soins de santé, pour notre climat, pour la science, pour le journalisme, pour la justice, pour la liberté d'expression. Ce fut une nuit terrible pour les pauvres, pour la classe moyenne, pour les personnes âgées qui dépendent de la sécurité sociale, pour nos alliés en Ukraine, pour l'OTAN, pour la vérité, la démocratie et la décence. Et ce fut une nuit terrible pour tous ceux qui ont voté contre lui. Et devinez quoi? C'était une mauvaise nuit pour tous ceux qui ont voté pour lui aussi. Vous ne vous en rendez pas encore compte? Ah non, je ne suis pas d'accord. C'était une bonne nuit pour les gens qui ont voté pour lui. Et ça a été une super semaine et ça va être 4 années formidables. Mais je dois juste appeler Jim Kimmel, monter une compilation. Comprenez-vous à quel point cet homme pleure à la demande? Vous savez qui était une terrible nuit pour sa femme? Vous savez à quel point c'est embarrassant de voir un homme adulte pleurer sur l'Ukraine? Il l'a perdu sur l'Ukraine. Vous pensez qu'il s'est déjà levé là-bas et a pleuré à propos des prix de l'essence ou des prix de l'épicerie ou a pleuré au nom des Américains? Les gens qui travaillent avec leurs mains et littéralement chèque de paye après chèque de paye parce que la femme de Zinn doit faire une autre virée shopping à Paris, c'est ce qu'elle a fait. Je veux dire, il y a eu des articles sur la corruption de la destination de notre argent. Il ne peut même pas être audité. Nous en sommes à transformer un groupe d'Ukrainiens en oligarques qu'ils ont achetés. C'est un fait qu'ils ont acheté tellement de yachts que vous auriez dû voir le nombre d'Ukrainiens qui roulaient dans les yachts. Quand j'étais en vacances à Saint-Tropez, je n'y étais pas en yacht, je me promenais juste dans le port et il y avait juste un groupe d'Ukrainiens, comme si c'était tellement insultant. Et il est là-haut en pleurant pour que ça continue, parce que qu'est-ce qu'il est? C'est un fraudeur, il est un gardien de l'établissement. Son travail consiste simplement à faire de la propagande, non pas pour bien comprendre, mais pour être en colère quand les gens prennent position contre l'État profond, parce que cela fait partie de l'État profond, et je ne sais pas comment il est passé d'une personne qui était autrefois dans The Main Show, et si vous voulez parler de misogynie, nous devrions aller chercher de vieux clips de Jimmy Kimmel à cette triste excuse pathétique d'un homme qui pleure. Jimmy Kimmel a mis des cheveux sur ta poitrine, tu es tellement embarrassant, je ne peux plus regarder cet homme pleurer, c'est juste que ça me rend triste de la part de sa femme, ça me met en colère de la part de sa femme, je veux juste le frapper à la poitrine, tu sais, je ne peux pas devenir violent ici, je ne peux pas devenir violent, je suis déjà démonétisé sur YouTube. .net, ouais, Owens, d'accord, vous les gens, la célébrité reconnue, ça a été la meilleure partie de cette semaine, honnêtement, il y a tellement de faits saillants évidents pour simplement répondre à l'appel de la célébrité, aux fausses larmes qu'ils essaient de nous dire comment vivre quand ils sont tellement éloignés de la réalité, je veux dire, sont juste des gens qui suivent et répondent à tous leurs appels et pour eux de s'abaisser parce que c'est ce qu'ils font, s'abaisser pour
prétendent qu'ils comprennent les luttes du peuple américain moyen. C'était une insulte et devine cette fois, nous les avons insultés en retour. Alors j'ai vu ça sur Instagram. C'est une ancienne star de Real Housewives New York, Bethany Frankel, et elle a toujours été assez rationnelle, comme si j'avais toujours aimé qu'elle prenne beaucoup de choses que je n'ai pas. Idée si elle est de gauche ou de droite, je suppose que parce qu'elle dirige une entreprise, elle ne peut pas être d'extrême gauche, peut-être qu'elle est modérée, mais elle a posté ceci sur ce qu'elle a appris concernant le soutien des célébrités lors de ce cycle électoral et ses résultats. Écoutez là à chaud, les célébrités ne sont plus à avoir de l'influence. Laissez-moi le prouver. Donc, il y a environ 300 millions de personnes dans ce pays. Il y a 150 millions d'électeurs, plus ou moins. Et les réseaux sociaux combinés, des personnes qui ont approuvé la virgule signifiant Taylor Swift, Beyoncé, Selena, Chelsea, a mis tout le monde comme les gens puissants, Obama, Hillary, les médias sociaux combinés, Jennifer Lopez, etc. Le nombre combiné est de plus de 2 milliards d'abonnés, donc plus de 2 milliards d'abonnés. Et oui, bien sûr, ce sont les votes qui comptent et ce qu'il a réellement fait, mais plus de 2 milliards d'abonnés n'ont pas fait bouger les choses pour 150 millions d'électeurs. Donc ça veut dire que ça tourne, c'est inutile, c'est un flex et ça ne fait même rien, donc de rien, John Legend ici. Tigandero, tu peux ajouter ton propre peuple parce qu'il y en a tellement d'intéressants. Non, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour ça que prend une raclée en ce moment dans l'industrie immobilière. C'est largement reconnu, une époque très intéressante, l'âge de l'authenticité est entendu de Jay-Z. Et qu'en est-il de l'émission de télévision Media Impression, de l'ensemble du casting de The You? Vous savez, comme nous venons de l'avoir s'ajuster, au lieu de simplement enfoncer le même récit dans la gorge des gens en général sur ce qui fonctionne et comment communiquer avec un public. Je veux dire, pensez à ce qu'elle a tellement raison et entendez les mesures de cette manière. Comme leurs abonnés combinés, même si vous venez de prendre 2 d'entre eux, Beyoncé et Taylor Swift, les impressions combinées, les articles combinés qu'ils sont capables de générer quand ils disent quelque chose et de réaliser que cela n'a eu aucun impact. En fait, je pense que cela a eu un impact. Je pense que cela a eu l'impact inverse. Je pense qu'ils créent maintenant de la répulsion. C'est une force répulsive quand vous demandez à une célébrité de faire la leçon et de descendre de son trône comme si elle ne nous parlait jamais. C'est comme la saison des élections, ils sont tous comme oh mon Dieu, nous sommes tellement accessibles, on est tellement accessibles, je vous aime les gars, ici nous sommes JLO en train de pleurer, tout le monde, et du coup ils sont dans la foule et ils viennent de manquer ostensiblement, disparus depuis 4 ans. C'est très insultant et donc c'est vraiment, je suis encore une fois si fier que nous leur ayons donné une réponse si claire comme si nous venions de dire non littéralement vous ne vous souciez pas de nous, nous ne nous soucions pas de vous et peu importe si nous aimons votre musique, peu importe si nous aimons vos talents d'acteur, cela n'a pas d'importance si nous n'aimons pas vos talents d'acteur, vous n'avez tout simplement pas à nous dire comment voter. Et à la fin, en passant, Bethany, je dirais qu'ils font mal leur marque, je pense qu'ils nuisent à leur marque. Je connais tellement de gens qui sont juste... Je ne peux plus regarder ces gens comme si je ne savais pas comment m'engager avec JLO après l'avoir vu si dur essayer de faire sortir ses larmes. Je ne sais pas tout simplement m'engager avec elle, je n'en ai plus. La chaîne LeBron James, mais quoi qu'il en soit, elle a tout à fait raison. Et au fait, j'allais poser cette question en parlant de ses soutiens de célébrités. Est-ce qu'il les paye pour faire ces choses? Donc je me demande quelle est la chose qui fait réellement Eminem se lève du lit pour faire quelque chose, c'est tellement ringard. Et on remarque comme un rappeur qui veut que les gens pensent qu'il est hardcore, comme s'il payait juste une somme d'argent absurde, parce que j'étais en train de penser à ça, parce que j'ai été complètement époustouflé par cette nouvelle. Apparemment, la campagne de Biden, donc d'abord Biden, puis il a évidemment transféré l'argent à Kamala lorsqu'il a démissionné, il a collecté 900 millions de dollars à partir du 1er janvier 2023. Et ceci est un tweet d'un écrivain politique qui écrit « La campagne de Kamala Harris s'est terminée avec au moins 20 millions de dettes selon 2 sources familières. Harris a levé plus d'1 milliard et elle avait 18 millions en banque au 16 octobre. Je suis comme ce qu'elle a dépensé, sans cesse de plus, environ 150 millions de dollars en 2 semaines. À quel point nous sommes si gloutons aux États-Unis. Le Guardian a rapporté qu'en novembre, la campagne de Kamala a dépensé 450 000 dollars par jour pour afficher des publicités dans la sphère de Las Vegas, donc juste à Las Vegas.
450 000 $ par jour en novembre, comme qui nous sommes tellement dégoûtants, je ne sais pas pourquoi, cela me dégoûte d'une manière ou d'une autre. Et c'est d'ailleurs la façon dont républicains démocrates, voilà combien nous dépensons. La PAC dépense 100 millions de $. Il y a quelque chose à ce sujet que cela me semble très mal. Et selon le New York Times d'ailleurs, une partie de la façon dont ils dépensaient était qu'ils ont décidé de dépenser 6 chiffres pour faire flotter des bannières sur 4 matchs de la NFL en octobre. Est-ce que ça va vraiment être le différenciateur lorsque vous pensez à dépenser de l'argent? Vous vous dites, ouais, arborons des bannières sur 4 matchs de la NFL et déposons des tonnes d'argent. C'est juste que je ne sais pas, c'est très excessif. Et la façon dont nous abordons notre politique est vraiment faux et c'est de nature gourmande, d'accord les gars? Enfin, avant d'entrer dans vos commentaires, nous devrions couvrir Joe Biden. En fait, je ne veux pas du tout le couvrir. Il a prononcé un discours et je pense juste que je dois le couvrir juste pour que ce qui fait semblant, est-ce que je ne connais pas quelque chose de responsable de le couvrir parce que c'est tout simplement pas le président. Je pense que c'est un peu mon point de vue. On a l'impression que nous sommes faux quand nous pensons que le président a parlé, mais nous y allons pour vous donner 43 secondes de son discours sur le transfert pacifique du pouvoir pour que je puisse le cocher, écouter et montrer à mon producteur que je suis une très bonne personne. Écoutez, pendant plus de 200 ans que l'Amérique a mené la plus grande expérience en autonomie gouvernementale dans l'histoire du monde, ce n'est pas une hyperbole, c'est un fait. Nous sommes le peuple vote et choisit ses propres dirigeants et il le fait pacifiquement. Et nous sommes dans une démocratie, la volonté du peuple prévaut toujours. Hier, j'ai parlé avec le président Trump pour le féliciter sur sa victoire et je lui ai assuré que je demanderais à toute mon administration de travailler avec son équipe pour assurer une transition pacifique et ordonnée. C'est ce que le peuple américain mérite. Ok, ouais, je suis responsable, nous l'avons couvert. Maintenant, je veux montrer Tu es si glorieux, TikTok qui m'a fait tellement rire parce que je vous ai dit que j'étais un peu triste à propos de l'histoire de Kamala. Nous l'avons tellement couverte, ses accents vont me manquer, je vais manquer de la regarder, généalogie. Et puis, j'ai vu ça sur TikTok et cette jeune femme est vraiment douée pour se faire passer pour Kamala Harris et je me suis senti à nouveau réchauffé. Écoutez, je suis Kamala Harris et j'ai grandi dans l'église, d'accord? Moi et Maya, nous sommes allés à Oakland Église et nous avons chanté dans la chorale juste 2 petites filles de la classe moyenne, tu sais, nous avions beaucoup de foi, d'accord, parce que la foi est un verbe, la foi est une action que nous faisons venir la nuit, mais la joie vient le matin. Jésus est bon, Jésus est génial, Jésus est noir, oui, je gouvernerai au nom de Jésus. Nous n'y retournerons jamais. Je suis une femme noire, d'accord, et nous menons avec. C'est important. Que penses-tu de ce chien? Ouais, c'était génial, chérie. Était-il assez noir? Je ne le suis pas, je ne pense pas. Je suis qualifié pour répondre que je vais réessayer. J'adore le fait qu'elle soit si douée pour les mouvements. C'est vraiment comme ça qu'elle parle. Je vous vois rire dans le chat comme si c'était juste que je ne sais pas pourquoi elle fait autant ce mouvement. Elle le fait vraiment. Elle aurait dû rire. C'est vraiment ce qui m'aurait envoyé. Mais j'adore ça. Alors, je voulais vous montrer ça pour terminer sur une note heureuse parce que je m'ennuyais tellement. Dois-je couvrir Joe Biden?